Le rôle de la culture en période de crise. La culture, à mon sens, c'est la nourriture de l'âme et de l'esprit, mais c'est aussi un levier social et économique. Et je pense que ce rôle-là a été largement démontré pendant la dernière crise que nous avons vécue. Rien qu'à voir d'abord la quantité de débats, de conférences qui ont eu lieu avec les moyens du bord d'ailleurs et qui ont été diffusées largement dans le public. Cela a été démontré aussi par le nombre de productions artistiques qui ont été mises gratuitement par les artistes, les intellectuels, les créateurs, etc. Sur le net. Pour le volet économique aussi, ça a été démontré par la mobilisation générale du monde de la culture et de l'art pour lever des fonds. Et je pense notamment aux concerts qui ont été diffusés dans ce sens. Je pense aussi aux artistes qui ont mis en vente leurs œuvres au profit des hôpitaux et du corps médical. Donc effectivement, vous voyez, la culture a accompagné finalement la crise sanitaire. La culture a aussi un rôle politique et là je voudrais m'arrêter un peu parce que vous m'avez posé la question sur la culture pendant la crise, mais je voudrais parler aussi de la crise de la culture en réalité, cette crise que nous sommes en train de vivre depuis des décennies maintenant. Toutes les politiques finalement culturelles qui se sont succédées n'ont pas favorisé, n'ont pas valorisé la culture, au contraire. C'est-à-dire tout a été fait finalement pour mettre en avant une culture de divertissement, de distraction, où finalement la réflexion, le sens critique, etc. ont été mis en sourdine à un point tel que l'autocensure a été en grande partie intégrée. Et vous savez, la culture, pour moi, elle est indissociable de la mémoire. Et donc de cette notion de mémoire et de transmission. Or, quand on regarde en arrière, et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui également, on nous a... Je voudrais dire qu'on nous a privés finalement d'une grande partie de notre mémoire. Par exemple, pour remonter à l'époque de Bourguiba, sous prétexte de tunisianité et de modernité, il y a toute une partie de la culture des minorités, de la culture tribale, de la culture amazigh qui a été un peu effacée. Et je ne parle même pas de la culture et de l'histoire des opprimés et des vaincus. Là, je parle vraiment de minorités qui existent pourtant en Tunisie. Donc rien que pour reprendre l'exemple amazigh, on nous a coupé aussi en quelque sorte de nos racines africaines. Et là me revient l'exemple du Stambeli et des processions maraboutiques qui avaient été carrément interdites à l'époque et qui n'ont été réhabilitées que bien plus tard. Ensuite, sous Ben Ali, finalement, on nous a gavés de cette histoire de Tunisie aux 3000 ans d'histoire, en ne retenant finalement que les vestiges, les défilés folkloriques, pour oublier le système policier, pour oublier la censure, pour oublier la répression, pour oublier aussi la confiscation de l'espace public. Donc après la Révolution, c'était pas mieux parce que quand finalement on a voulu réhabiliter cette notion de mémoire, deux choses. D'abord, on s'est retrouvé face à l'incompréhension, à la violence aussi, quelque part, et à la censure. Et je me rappelle encore de la chasse aux sorcières qui avait été lancée contre les artistes de l'Arab Delia. Et puis, autre chose, on s'est retrouvé avec une mémoire finalement en forme de gruyère, complètement fragmentée, complètement trouée. Rien qu'à voir finalement, et là ça pose le problème des archives, finalement, de la conservation de la mémoire, de la conservation de cet héritage culturel, comment ça a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et dans quel état finalement se retrouve cet héritage culturel. Et il y a beaucoup d'exemples dans ce sens. Rien qu'à voir par exemple les archives audiovisuelles de la radio et télévision tunisienne, dans quel état elles sont.
de mauvaise conservation, rien qu'à voir aussi le fonds artistique de l'État, rien qu'à voir le patrimoine. Bon, évidemment, il y a des efforts dans ce sens, mais là, je voudrais aussi parler de ce qui manque, finalement, au niveau de la préservation de cet héritage culturel. Donc, moi, je pense que, finalement, si la Tunisie, en ce moment, vit une telle perte de repères, c'est aussi en grande partie à cause de la crise culturelle que nous ne cessons de vivre depuis longtemps, maintenant, depuis trop longtemps. Encore une fois, moi, franchement, je suis assez mal à l'aise avec le terme éducation à la culture et je préférerais en fait utiliser l'accès à la culture et je vais vous expliquer pourquoi. Au lendemain de la Révolution, donc, lorsque l'espace public avait été libéré et donc investi par les artistes, il y a eu une profusion de production culturelle, de la danse en espace public, du graffiti, de la photo, du théâtre, bref, tous les arts étaient présents dans l'espace public et on avait eu une réaction complètement insoupçonnée de la part du public, mais aussi des pouvoirs publics, une réaction violente d'incompréhension et de rejet. Et là, s'était posée finalement la question du rôle de l'artiste dans la société. Et donc, qu'est-ce qu'il pouvait donner au public, comment le donner au public. Et certains avaient dit à l'époque, puisqu'il y avait eu plusieurs débats sur le sujet, une prise de conscience d'abord du rôle de l'artiste et puis plusieurs débats, certains avaient dit qu'il fallait finalement que l'artiste, le créateur, module son langage pour le mettre à niveau d'un public qui est complètement méconnaissant des nouvelles propositions artistiques en espace public. À l'époque, je me rappelle, et encore maintenant, j'ai trouvé ça particulièrement condescendant. Qu'on éduque à la culture, qu'on se pose sur un espèce de piédestal ou en tout cas dans une position supérieure pour éduquer dans le sens donner quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas. Or, donc condescendance par rapport à un public donc qu'on juge complètement incapable d'apprécier, de comprendre, alors que je pense que quand il s'agit de création artistique et quand il s'agit de culture de manière générale, il ne s'agit pas forcément de compréhension dans le sens rationnel, mais de sensibilité. Et je pense que tout le monde, quel que soit son niveau social, quel que soit le degré de son éducation, a cette sensibilité, a la capacité de recevoir une œuvre artistique. Donc, l'artiste n'a pas à moduler son langage et encore moins à le baisser finalement, pour se mettre à un niveau. Au contraire, l'artiste a besoin de prendre le public par la main et de l'élever. Et dans ce cas-là, intervient la médiation culturelle, finalement, surtout quand il s'agit de travailler dans l'espace public. Et la médiation culturelle, dans la médiation culturelle, à ce moment-là, il y aura cette rencontre entre le public et l'artiste. Donc, finalement, pour revenir à cette histoire d'accès, d'éducation, donc plutôt accès à la culture, effectivement, tout le monde est capable d'accéder à la culture et c'est un droit d'ailleurs pour le public d'avoir cet accès à la culture. Et dans ce sens-là, il y a plusieurs manières de faire d'ailleurs pour faciliter l'accès du public à la culture. Et je pense notamment, mais enfin j'ai parlé de l'art, mais ça s'applique à tout, ça s'applique même à l'urbanisme, ça s'applique à l'urbanisme par exemple, les aires de repos qui n'existent pratiquement pas partout, que ce soit au centre-ville, dans la Médina, dans les quartiers populaires, encore moins dans les régions. Je pense aux maisons de la culture qu'il faut également réhabiliter. Je pense également, vous savez, maison de la culture, il ne s'agit pas d'avoir des programmes extraordinaires, il suffit d'avoir un lieu où les jeunes puissent se réunir, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs puissent se réunir pour
pour d'abord bavarder ou bien jouer une partie d'échecs, lire un livre, etc. Pour avoir travaillé justement dans l'espace public et notamment dans les quartiers défavorisés, il y a une réelle demande des gens, une demande de la culture, vraiment. Il ne faut pas croire que les gens n'en ont rien à faire de cette histoire-là. Au contraire, ils ressentent le besoin d'abord d'être écoutés et le besoin aussi qu'on accède à leur demande d'avoir des lieux, d'avoir des programmes, d'avoir une présence qui les accompagne pour pouvoir justement exercer librement ce droit à la culture. Alors, il y a un préalable, à mon avis, à ça. Au soutien de la culture, il faut d'abord qu'on prenne conscience et qu'on reconnaisse également le rôle de la culture, l'importance de la culture dans notre société. Et donc, qu'on reconnaisse également le rôle de l'artiste dans des sociétés comme notre. Or, si on voit finalement dans l'inconscient collectif l'image qui est véhiculée de l'artiste, du créateur. Enfin, je prends le terme artiste pour englober finalement les pratiques, les différentes pratiques artistiques qui génèrent elles-mêmes de la culture. Hein. Donc l'écrivain, le producteur, le cinéaste, le musicien, etc. Or, l'inconscient collectif, justement, ne véhicule pas une image particulièrement valorisante de cet artiste-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que l'artiste, l'écrivain, le musicien n'est pas un illuminé qui est complètement déconnecté de la réalité économique, sociale ou politique dans laquelle il vit. Le danseur qui s'exprime avec son corps dans des espaces privés ou dans des espaces publics n'est pas un débauché, comme on a bien envie de le croire. Les rappeurs ne sont pas des voyous, non. Les artistes ont un rôle essentiel dans la société. Et à partir du moment où on considérera que ce rôle est aussi important que le rôle d'un médecin, qu'un ingénieur ou qu'un avocat, à ce moment-là, on mettra les moyens nécessaires pour soutenir la culture. Et les moyens existent. D'abord, je commencerai par les moyens publics. Et au tout début, donc, un budget conséquent. Un budget conséquent sur lequel on n'aura pas envie de taper en premier à la moindre crise. D'une part, et puis une réglementation finalement qui garantisse les droits économiques et sociaux des gens de la culture. Et là, quand je vois malheureusement le projet de loi qui a pour objet la réglementation du statut de l'artiste, je me dis qu'on n'en est pas encore là. Et je suis particulièrement heureuse parce que j'ai entendu que ce projet de loi a été retiré pour qu'il soit revu. C'est tant mieux parce que c'est un projet qui est d'abord liberticide, qui a un caractère répressif qui est certain et qui surtout démontre d'une méconnaissance profonde de la nature de l'activité artistique. Oui, ça me rappelle d'ailleurs un ancien ministre de la Culture, d'ailleurs, qui avait dit que l'art devait être beau ou ne l'est pas. Et non, je suis désolée, les artistes, l'art aussi a pour mission d'alerter sur les injustices et la laideur de ce monde. Donc, j'en étais aux moyens donc, de soutien de la culture, moyens publics. Il y a également les moyens privés, qui sont notamment le mécénat, le sponsoring. Alors, le mécénat existe, il est malheureusement insuffisant et manque aussi d'un cadre, finalement, qui lui permettrait de prospérer. Le mécénat existe, malheureusement, encore une fois, souvent il s'oriente plus vers l'éducation et le développement
notamment régional plutôt que vers la culture, alors que ces trois éléments sont particulièrement liés et que c'est la culture qui génère un développement aussi bien à un niveau central qu'à un niveau régional. Le sponsoring également, et le sponsoring, je souhaiterais, ça serait génial en fait si les conditions d'octroi des fonds ne se basaient pas uniquement sur la rentabilité, parce que quand on investit dans la culture, il ne faut pas s'attendre à une rentabilité pécuniaire, si vous voulez, matérielle et immédiate, mais c'est une rentabilité qui s'évalue sur le long terme, parce qu'on investit dans les générations futures. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas de meilleur soutien de la culture que celui qui est effectué par les gens de la culture eux-mêmes. Parce qu'on a aussi une responsabilité finalement dans ce qu'on produit, dans la manière aussi dont on revendique notre rôle et nos actions. Il s'agit également de se structurer pour faire valoir finalement notre vision de la culture et de la société. Alors, à qui appartient la culture? C'est bien ça. Alors, justement, je me demande si on peut parler de propriété. Dans ce cas, est-ce qu'on peut posséder la culture comme on posséderait une voiture ou une maison? Bien évidemment, on peut être propriétaire d'une œuvre artistique ou littéraire, et dans ce cas-là, il y a les droits d'auteur qui sont un moyen de protection, de garantie de la propriété littéraire et artistique. Pour ce qui est du patrimoine, le patrimoine appartient à l'État, et donc il est obligé de le protéger. Le patrimoine peut être classé, et dans ce cas, ce sont les institutions internationales qui ont l'obligation de veiller à la protection de ce patrimoine. Mais je pense que la culture va bien au-delà de toutes les créations, qu'elles soient artistiques, architecturales ou littéraires, de toutes les productions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est quelque chose de plus large qu'on porte en soi. Je pense qu'on ne peut pas en être propriétaire, mais en tout cas, on en est les dépositaires. On la porte en soi et on la partage avec le monde, et on la transmet aux générations futures. Les projets en cours, eh ben, à cause ou grâce finalement à cette pandémie, tous les projets ont été mis en suspens. Les dernières années ont été particulièrement chargées en projets sur le plan professionnel, mais aussi en émotions sur le plan personnel. Et voilà, j'ai continué à travailler en espace public, j'ai continué à participer à des expos, et j'allais enchaîner justement sur une exposition personnelle à Tunis et sur un autre projet à l'étranger. Et ben voilà, il y a eu la pandémie, donc ça a été arrêté, et j'avais dit que c'était peut-être tant mieux, parce que ça m'a permis finalement de marquer un temps de pause et de réfléchir aussi, non seulement ma manière de travailler, mais ce que j'ai envie de faire réellement plus tard.